Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne le pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après Paris-Roubaix, après un magnifique week-end dans l'enfer du Nord où on a eu la course dames, la course junior et bien sûr, bien évidemment, la course élite homme avec une victoire sur la course élite homme de Sonny Colbrelli, une victoire également de Lizzie Deignan sur la première édition de Paris-Roubaix femmes. Et si on se concentre sur la course élite qui sera le cœur de ce podcast, on a eu quand même une course très animée avec enfin, si je puis dire, de la pluie. Ça fait depuis 2002 qu'on n'avait pas eu un Paris-Roubaix pluvieux, il fallait bien que ça soit décalé à octobre pour avoir ça. On va donc revenir en long, en large et en détail sur ce Paris-Roubaix masculin, avec également un mot sur la course dames remportée donc par Lizzie Deignan. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir trois de nos spécialistes du groupe Eto qui étaient déjà là lors du précédent podcast, et d'ailleurs aucun d'entre eux n'avait cité Sonny Colbrelli. On commence par Johan. Salut Johan. Salut Mathieu. Oui, en vrai, on va faire ça en mode automatique, c'est favori, on met Sonny Colbrelli. Puis après, on peut donner d'autres noms comme ça, après, et puis on voit ce que ça donne, quoi. On est aussi avec Geoffrey, notre spécialiste des pavés, le voisin d'Arenberg. Salut Geoffrey. Salut, bonjour, bonsoir à tous. Et on finit avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonsoir à tous. Et bien voilà, vous connaissez le programme. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors donc je l'avais dit en introduction, Paris-Roubaix sous la pluie, ça fait 19 ans qu'on n'avait pas vu ça, ça faisait depuis 2002 qu'on n'avait pas vu un Paris-Roubaix pluvieux avec de la bonne boue, de la bonne bouillasse. C'est quelque chose que pas mal de monde attendait, hein, sans forcément dire tout le monde, ça a ses détracteurs également évidemment. Qu'est-ce que ça a changé concrètement sur la course d'avoir cette pluie et toute cette boue sur les secteurs pavés pour la course? Ça glisse. Merci Non, Sherlock. Un pavé sec, à partir du moment où on bourrine suffisamment sur les pédales, entre guillemets, ça va passer. Bon, il va y avoir de la gestion des trajectoires dès qu'il y aura des virages. Il y a des pavés où il n'y a pas de beau du pavé comme à Rambert, mais il y a un facteur glissade qui est beaucoup plus présent et qu'on a vu. Je veux dire, le nombre de secteurs où il y en a qui glissent, tant côté féminin que côté masculin. C'est des images tu disais 2002, mais qu'on avait revues entre-temps en juillet sur le Tour de France en 2014, à plusieurs occasions en mai sur les 4 jours de Dunkerque. C'est à croire que dans tous les mois de l'année, si on fait une course sur les pavés, on peut avoir de la pluie, sauf au mois d'avril. Mais non, des qualités de pilotage et de gestion de l'effort qui se retrouvent à être différentes, parce que il n'y a pas la puissance seule qui parle sur le pavé, et la fatigue aussi, parce que s'il fait beau, on peut avoir des scénarios de course quand même parfois bien méchants dans Paris-Roubaix, mais on peut aussi avoir une échappée matinale qui se décante dans les forêts au nord de Compiègne, et on a un groupe de 10-15 coureurs qui abordent les pavés avec 10 minutes d'avance, comme l'année où Sylvain Dilly en profite pour finir deuxième. Là, le peloton était quand même bien entamé au moment de passer 3 villes, et c'est pour ça que le peloton, passé les premiers secteurs, a passé le temps à osciller entre 10 et 30 coureurs, et que ça a fait ça pendant 100 bornes. Et justement, ce pilotage qui était quand même pas mal important sur ces secteurs pavés tout boueux, on avait quand même bien pu le voir avec Lizzie Deignan sur la course dames, qui était à plusieurs reprises en train de zigzaguer, avoir le vélo en travers, et qui n'a pas réussi à tomber. C'était une des quand même belles images et qui illustre bien ça. Ouais, et Jenny Moscone qui n'a pas réussi, lui, à Ciseaux, à bien manœuvrer. Oui, on pourra en reparler de Jenny Moscone qui avait changé de vélo pas longtemps avant ça. Johan, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'a dit Geoffrey sur l'importance vraiment de cette pluie sur ce Paris-Roubaix? Non, mais oui, c'est comme il a dit, c'est déjà le pilotage qui a changé. On a certains gros bourrins qui n'ont pas du tout su s'adapter, comme Len Van Dijk ou Stefan Kung, qui se sont retrouvés à déraper tout seuls dans les secteurs et qui ont pas réussi à... Stefan Kung qui est tombé avant même d'arriver sur les pavés. Oui. Hein. Puis le côté beaucoup plus sur la durée sur la course, beaucoup plus diesel, où la course est faite sur la durée, sur l'endurance, et où la plupart des coureurs étaient déjà raides au moment d'aborder les premiers secteurs. On n'avait pas un peloton qui arrivait à
à 70 groupés compacts qui font la caisse, quoi, où ça gérait plus, des petites cassures avec le vent, il fallait remonter, se replacer, mais pas vraiment une course très très explosive, à part pour certains coureurs qui étaient un peu plus costauds, quoi. Et Louis, toi, dans la faction dont tu as suivi la course, parce que je suppose que tu dois être un peu comme moi, on est un peu trop jeune pour avoir vraiment vécu le Paris-Roubaix 2002, donc découverte d'un Paris-Roubaix plus vieux mouillé. Qu'est-ce que ça a changé, toi, à suivre, à voir la course? Bah, j'avais un peu l'impression que c'était mon premier Noël. C'était le cadeau de Noël. Ça y est, je vis le moment que j'attends depuis que je suis tout petit. Voilà, bah, finalement, en tant que spectateur, bah, c'est un grand kiff d'assister à des courses comme ça. Voilà, c'est chaque année la même impatience. Ce qu'il va y avoir de la pluie pour Roubaix, ce qu'il va y avoir de la pluie pour Roubaix. Puis finalement, bah, chaque fois, on avait été déçus un petit peu. Et là, cette année, on a été gâtés et je pense qu'on a été sage et qu'on attendait avec impatience le retour de Paris-Roubaix pour qu'on ait de la pluie. Et du coup, bah, c'était forcément une belle journée de vélo pour nous. Peut-être un peu moins pour les coureurs qui ont quand même bien souffert. Et évidemment, on peut leur tirer un immense respect, tous ceux qui ont pris le départ. On peut dire qu'ils ont eu les coups d'y aller, quoi. Un autre changement aussi que je pense avec la pluie, c'est l'amorce de certains pavés, encore plus d'Arambert. D'habitude, le peloton fait encore parfois une centaine de coureurs au moment d'approche Arambert, et le kilomètre de ligne droite à travers la cité minière, on voit un vrai sprint dans le peloton pour se placer. Là, c'est bon, quoi. Après lui, il restait 10 à 15 mecs dans le peloton. Oui, il y avait moins ce besoin de venir sprinter, se placer. À présent, on va se concentrer justement sur la course, un petit peu plus ce qui s'est passé, avec notamment le trio qui s'est présenté pour la gagne sur le vélodrome de Roubaix, le vélodrome André Pétrieux, avec Sonny Colbrelli qui s'est imposé donc devant Florian Vermersch et Mathieu Van Der Poel. Alors déjà, Sonny Colbrelli, il était parti un petit peu dans un coup anticipant l'attaque de Mathieu Van Der Poel qui a lâché tout le monde assez facilement, on va dire. Est-ce que c'est une victoire d'être le plus malin pour Sonny Colbrelli? Est-ce qu'on peut la définir comme cela? À défaut d'être nécessairement le plus malin, il était dans une situation aussi où il a pu bien gérer ses efforts, c'est-à-dire que un Vermersch qui était un peu usé de l'échappée matinale et qui était moins rapide a priori au sprint allait devoir attaquer, c'est ce qu'on a vu faire dans le final. Colbrelli a passé quelques relais à Mathieu Van Der Poel, on l'a jamais senti non plus hyper engagé dans ses relais, c'était plus pour la forme qu'il en passait et il passait le nécessaire. Et comme en plus on a vu qu'un Mathieu Van Der Poel était complètement HS sur le final, et le sprint qui se fait avec une légère vague sur l'extérieur puisqu'il a fallu doubler Moscone qui allait passer lui pour la première fois sur la ligne. Dans l'ensemble, il a bien géré sa course. Le plus malin, peut-être pas, mais les circonstances de la course faisaient que chacun roulait autant qu'il aurait pu et dû. Et à partir de ça, et avec sa pointe de vitesse naturelle, il a su bien s'en sortir à l'arrivée. Parce qu'il a nécessairement dû faire moins d'efforts que Mathieu Van Der Poel, pour qui, à de nombreux moments, personne ne le relayait. Mais c'était normal que personne, ou presque, ne le relayait. Johan, Sonny Colbrelli, il a fait, entre guillemets, sa juste part du travail dans ce trio final. Oui, il n'en a pas fait trop. Après, je pense qu'à un moment, il prenait plus trop de relais Mathieu Van Der Poel sur les secteurs, parce que je pense qu'il avait peur de se faire distancer. Il voulait assurer un peu le coup, garder un peu des forces, mais il n'a pas spécialement... il a fait ce qu'il fallait à faire. Ouais, c'était notamment sur le secteur de Canfin-Pével où il était un petit peu limite à suivre. Il avait un peu de mal à suivre Van Der Poel, notamment. Oui, mais il s'est bien rattrapé quand même sur le carrefour de l'Arbre. Tout à fait. À partir du virage entre le pavé Luchin et le pavé Leblanc, c'est lui qui se place devant, qui bloque un peu Mathieu Van Der Poel pour l'empêcher de passer et se retrouver devant Moscone et ensuite gérer le rythme jusqu'à la sortie du secteur. C'est lui qui, de fait, distance justement Gianni Moscone une fois que le coureur d'Ineos est repris. C'est ça. Mais quelque part, Colbrelli, c'était un peu une course de néophyte qu'il a fait, c'est-à-dire que tous les secteurs, il les a abordés très très bien placés pour pas prendre de risques. C'est pas lui qui mettait le rythme. Il tentait un peu de suivre, il était un peu, pas attentiste, mais en tout cas, il regardait un peu la course se faire. Il a très bien senti le coup au moment où il sort avec le Cro, où juste l'échappée était revenue, ils étaient revenus à 30 secondes de l'échappée. Et là, clairement, il fallait partir tout de suite et pas laisser partir du temps, sinon ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ça a été compliqué pour Mathieu Van Der Poel et les autres derrière, après de revenir. Donc après, il a très bien géré sa course, mais je pense que justement, lui, pour le coup, un Paris-Roubaix plus vieux, ça l'a bien avantagé, dans le sens où le fait de faire des efforts pour se placer à chaque fois, ça l'a pas handicapé dans une course qui aurait été plus une course de peloton, où ça aurait un peu plus bougé, où il aurait fallu laisser plus de force, quoi. Donc je pense qu'il était dans le bon format pour lui. Louis, si on devrait résumer, pour Colbrelli, c'est toute une histoire de timing, de placement qui
qui l'a guidé vers la victoire. Ouais, c'est ça. Je suis bien d'accord avec ce qui a été dit par Johan et Geoffrey. Il a été bon tactiquement et c'était également, je pense, le plus fort dans le trio de tête dans le final. J'ai un vague souvenir sur un secteur pavé où il prend quelques mètres de retard sur Van Der Poel et au final, il le bouche rapidement le trou. Donc, même si on peut penser que Van Der Poel était plus à l'aise sur les secteurs pavés, Colbrelli était vraiment, vraiment fort. Comme depuis quelques semaines, voire quelques mois cette saison, il montre un état de forme vraiment bluffant. Et au final, cette victoire sur Paris-Roubaix, après son titre au championnat d'Europe, confirme bien sa forme étincelante. Un état de fraîcheur aussi, parce qu'il finit quand même assez bien la course quoi, par rapport à Van Der Poel qui était complètement cramé à la fin ou d'autres. Hein. C'est justement le fait d'avoir fait moins d'efforts que Van Der Poel qui l'a aidé là-dessus. Surtout que Van Der Poel, les efforts qu'il a fait, c'est des efforts assez violents. Hein. Autant son attaque à main ou à Rambert, c'est pas encore les plus violentes, mais quand il démarre dans Sarre-et-Rosière, fallait s'accrocher, quoi. C'est pas pour rien que il y en a très peu qui ont su s'accrocher à lui, et puis ils ont eu des problèmes mécaniques derrière, donc ça n'a pas aidé. Oui, au final, il est parti tout seul dans ce secteur. Il n'est pas parti tout seul, il est parti avec Lampart, et Lampart ensuite a eu un pépin, et après il y avait la longue portion de Sarre-et-Rosière à Beuvry qui a été faite avec un vent de 3/4 face, où il a été obligé de rouler seul, Il n'y a personne qui lui prenait le relais, mais il n'y avait personne qui avait lui prendre de relais dans les quelques morts qui rattrapaient petit à petit. Tous ces efforts-là ont participé à l'user avec cette grande course-poursuite qui a été faite dans toute une zone jusqu'à Mont-Saint-Pével où il y avait un vent qui était globalement défavorable. Mais oui, moi, à un moment, j'ai cru qu'elle allait faire une Cancellara 2013 à sauter de groupe en groupe jusqu'à Moscone et puis il doit aller sous les sprints ou quelque chose comme ça. Quoi. Et justement, Van Der Poel, est-ce qu'on peut dire qu'il en a trop fait au final avec toutes ses accélérations, ses attaques Un petit peu trop fait, pas beaucoup trop fait, parce qu'il est quand même pas très loin de la victoire. Mais forcément, c'est facile à dire après coup, comme après le round où il perd de justesse face à Casper Asgreen, ou après coup, on regarde le sprint à l'arrivée, on se dit « Ah ouais, il en a trop fait ». Mais si on fait un bilan à 150 mètres de la ligne, au round 2 comme à Roubaix, on se disait « il a bien géré sa course et il a gagné ». Donc ça s'est pas joué à grand-chose non plus. On va quand même rappeler que la préparation de Van Der Poel, elle était pas forcément optimale. Hein. Il a repris un peu tardivement après sa blessure aux Jeux Olympiques sur la course de VTT. Il s'était fait mal au dos. Il a remporté direct l'Antwerp-Porte-Épic. Et après, pas d'autre victoire. Quelques courses avant Roubaix. Mais donc, ça a joué justement peut-être sur cette fraîcheur sur la fin, le fait qu'il soit peut-être pas à 100%, il n'ait pas fait une préparation aussi aboutie que l'autre. Non, on reste sur une course en octobre, donc on n'est plus sur de la préparation ou de la fraîcheur. Chacun vient avec ce qu'il a, avec ce qui lui reste, avec les quelques coupures qu'il a fait dans l'année. Et puis il se passe ce qui se passe. Faut pas surinterpréter la préparation au mois d'octobre. On est même plus en général dans l'effet inverse, où c'est plus l'énergie qui reste au coureur après la saison. Ce qui permettait notamment, quand Paris Tour était en fin de Coupe du Monde, il y a encore quelques années, tu vas encore dire que tu étais trop jeune et que tu n'as pas vécu ça, mais on avait une course où il y avait 3 côtes qui faisaient toutes 500 mètres, mais on avait quand même rarement des sprints, en tout cas pas toujours des sprints, et des baroudeurs qui pouvaient résister de justesse ou être pris tout dans le final, même sans qu'il y ait les conditions météo qui s'en mêlent. À vous écouter, on peut dire que Mathieu Van Der Poel, il a rien à se reprocher, il n'a pas fait vraiment de grosses erreurs au final. Moi, une erreur qui peut se reprocher, c'est lui, comme d'autres équipes, c'est pourquoi est-ce que l'échappée part aussi loin d'être un coureur ? Parce que c'est gentil de laisser la trek, et puis c'était quoi, la Bora qui roulait un peu derrière. Mais Philipsen devant, c'est pas une carte sûre, tu maintiens l'échappée à 1 minute, un truc comme ça, et puis ça suffit. Enfin, 2 minutes dans les conditions, c'était beaucoup. Et pour moi, ils auraient pu quand même essayer de boucher un peu l'écart, même en ayant un mec devant. Quoi. Après, c'est pas forcément l'Alpecin. Je pense qu'ils n'étaient pas sûrs de comment était Mathieu Van Der Poel non plus. Mais pour moi, laisser échapper, il y avait trop de champs laissés échapper quand même. Surtout, Philipsen n'a pas servi à grand-chose une fois qu'il a été repris. Il a fait un petit relais pour la forme. Et, ça a été assez vite vu, on va dire. Donc au final, c'est comme si Alpecin n'avait eu personne devant. Louis, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose à redire également sur la course de Mathieu Van Der Poel ?
Non, bah après, je pense que si c'est pas Mathieu Van Der Poel qui enclenche les hostilités à plus de 100 km de l'arrivée, je pense que personne le fait. Enfin, je sais pas, mais je voyais pas quelqu'un d'autre le faire. Van Aert était pas trop dans sa course. C'était quand même. Je pense que Mathieu Van Der Poel a permis justement le retour de pas d'autres prétendants, dont Colbrelli qui est venu jouer la gagne. Après, les autres favoris ne sont jamais revenus sur Florent Vermeersch, mais C'est-à-dire qu'entre guillemets, pour toi, sans l'accélération de Mathieu Van Der Poel qui a lancé à plus de 100 km de l'arrivée, le peloton serait jamais revenu sur quelques coureurs rescapés de l'échappée? bah, on peut pas le savoir, mais j'en doute très fortement, hein, parce que après derrière, Si. je sais pas, parce qu'on aborde derrière Rambert pas de la même façon et ça peut un peu changer la donne. Après, je suis pas non plus le plus grand spécialiste de Paris-Roubaix, mais je doute quand même que ça soit revenu. Alors après, peut-être que Van Der Poel aurait attaqué 10, 15, 20 km plus loin et ça serait revenu quand même, mais je sais pas. Vu comment ça pouvait accélérer, vu l'état des pavés, un peloton qui décide de s'activer comme ça s'est activé sur celui d'Aveluy, ça peut reprendre 30 à 40 secondes facile sur un secteur comme ça. L'échappée, elle a jamais eu plus de 2 minutes 30. Il y a jamais eu pour moi la moindre chance que les membres de l'échappée matinale ne voient personne revenir sur eux. Ah Des bah mecs de attends, l'échappée qui se retrouvent à aller au bout et à jouer la gagne parmi les meilleurs. On a vu ça avec Dillier, on avait vu ça avec O'Grady ou plein d'autres choses, mais il y en a qui sont revenus de l'arrière. Pour moi, à aucun ça- moment, je me suis dit que c'était perdu pour le peloton. ah bah sauf que Moscone aurait dû aller au bout tout seul et gagner tout seul, hein. Tu penses que sans sa crevaison, avant même la chute, sans sa crevaison, pour toi, il filait au bout, c'était gagné? Ah bah oui, largement. Derrière, il perdait plus de temps qu'ils en reprenaient. Enfin, peut-être qu'il aurait perdu 30 secondes à la fin et puis serait arrivé à 40 secondes, mais c'était plié, quoi. Il était à l'aise sur les pavés, il maîtrisait sa course. Enfin, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Même après, quand il s'est fait reprendre par le groupe et qu'il a un peu, je pense, craqué dans la tête, c'est pas faire prendre par le groupe de Van Aert. Donc, pour moi, il n'y avait pas de question, il serait allé au bout. Même dans l'absolu, si un Stefan Kung n'était pas tombé, on aurait pu se demander à quel point il aurait pu faire le même genre de numéro, quoi. Donc, il y avait quand même l'échappée, il y avait quand même des gros costauds dedans, ça aurait pu aussi ne pas revenir. Et justement, par rapport à Gianni Moscone, qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'après avoir changé de vélo, c'était plus compliqué pour lui? C'est un vélo trop gonflé, la fatigue qui s'est fait beaucoup plus ressentir? Après, tu peux. Enfin, faudrait lui demander. Mais c'est toujours pareil, est-ce que le gonflage est exactement pareil? S'il n'avait pas des pneus neufs, et du coup, enfin, je veux dire, trop pas assez usé, du coup, un manque d'accroche, est-ce que le vélo était pas totalement aux mêmes côtes, et que du coup, ça l'a un peu déstabilisé après avoir fait 200 bornes sur le même vélo? Est-ce que. Plein de choses, quoi. Là, on peut noter aussi quelque part l'erreur de Askai de ne pas avoir fait de Moscone un des leaders annoncés, alors que le mec il a un top 5 sur Roubaix dans son palmarès. Mais après, on ne sait pas exactement, forcément, il faudrait lui demander. Geoffrey, le vélo de Gianni Moscone, son deuxième vélo, le vélo de rechange, il n'était pas trop gonflé, non? Pour toi non plus? Bah, quel matériel les Ineos, je les ai croisés quand ils se faisaient un repérage une semaine avant Roubaix à la trouée d'Arambert, mais j'ai pas été mesurer la pression de tous les pneus Non, mais je veux dire, tant des coureurs ni sur la bagnole. Mais, bien sûr, on peut pas savoir vraiment, mais dans l'impression, en tout cas. clairement, dans l'impression visuelle, il y a un truc qui allait pas, mais qui allait pas, c'est dans le sens où le réglage était pas le même. Mais est-ce que, je veux dire, même s'ils avaient exactement le même réglage au départ, le vélo qui a fait 200 bornes, dont déjà une quarantaine de pavés avec de la boue, il s'est sali petit à petit le vélo, et Moscone a pris les habitudes pour contrer un petit peu les défauts qu'a pris le vélo en se salissant. Il se retrouve avec un vélo tout neuf. Il a plus les mêmes repères et il perd ces repères-là au moment où il va se retrouver dans des secteurs qui sont les deux suivants, Citroën Bourgal et Bourgal-Awanin, pas les plus moches, mais pas les plus beaux non plus, avec des zones très irrégulières où le type de pavé alterne très rapidement. Pour dans la foulée avoir Canfin qui pour le coup est un des plus sales, et ensuite le Carrefour de l'Arbre qui est un des plus moches. Donc on sentait qu'il n'avait pas une confiance extrême en sa machine. Et ça joue beaucoup dans ce genre de situation. Comme disait Johan, au final, il ne se fait pas rattraper par le groupe derrière, mais il perd un temps énorme sur la zone de pavé de Cizouin à Gruson. Et ensuite, jusqu'à Roubaix, c'est quasiment plus que de l'asphalte. Et là, il s'est résisté. Donc, il n'était pas à l'aise sur sa machine.
Et après, sur le podium au final que l'on a avec donc Sonny Colbrelli, Florian Vermeersch et Mathieu Van Der Poel, avant dimanche matin, les trois cumulés, tout simplement un total de 0 Paris-Roubaix disputé. C'est la 3e fois dans l'histoire qu'on a un podium composé uniquement de néophytes, avec la première édition quand même, et 1899, faut quand même remonter extrêmement loin pour retrouver ça. Et 1899, c'est un peu à part. En plus, Parce donc, que c'était une édition qui avait été courue derrière entraîneur, c'est-à-dire derrière dernier, un peu comme se faisait Bordeaux-Paris. Et donc, il y a beaucoup de pistards spécialistes du demi-fond qui étaient venus. Et il y en a notamment 2 qui sont sur le podium. Et c'est pour ça que c'est les mecs qui n'avaient jamais fait Paris-Roubaix avant. Sachant que des Paris-Roubaix avant, il n'y en avait eu que 3. donc on va dire que dans l'histoire moderne de Paris-Roubaix, c'est une nouveauté. Aussi bien avoir un podium 100% néophyte qu'un vainqueur. Déjà néophyte, puisque ça remonterait aux années 30 avec Silver Mass. Silver Maes, voilà, tout à fait, c'est toi qui avais trouvé ça sur le forum, merci bien. Justement, le fait qu'on ait 3 coureurs qui n'aient jamais fait Paris-Roubaix avant, qui se retrouvent sur le podium, alors qu'on parle beaucoup de l'importance de l'expérience sur Paris-Roubaix, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la pluie, par exemple, notamment? Déjà oui, la pluie, l'expérience. Quel coureur dans le peloton professionnel a de l'expérience de Paris-Roubaix sous la pluie? Je veux dire, oui, là, à part David Rebellin, des coureurs qui étaient déjà professionnels en 2002, il en reste pas beaucoup, quoi. il y a juste ceux qui étaient sur le Tour de France 2014, et encore, je suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup. Il y avait Cyril Lemoine, par exemple, de BEB, mais... Sur le Tour de France 2014, t'avais même pas 10 bornes de pavé, donc tu peux pas non plus comparer. C'était différent. Louis, comment est-ce que tu expliquerais ça, toi, Déjà, qu'on retrouve, par exemple, un Mathieu Van Der Poel en tant que néophyte, c'est déjà parce qu'il n'y a pas eu d'édition depuis 2 ans et demi. Donc, 903 jours, forcément, Mathieu Van Der Poel, il y aurait forcément participé les 2 dernières années. Bon, Vermeersch est vraiment jeune, donc pour le coup, lui, c'était un peu logique qu'il soit néophyte. Et Colbrelli, lui, il me semble que c'était la course de ses rêves, donc c'est possible qu'il y aurait déjà participé l'an dernier. Alors après, le fait que ça soit aussi décousu et qu'on ait 3 néophytes comme ça dans le final, je sais pas trop l'expliquer. Voilà, la pluie a ouvert un peu les portes à des coureurs qui pouvaient être plus à l'aise sur la pluie que d'autres. Et puis évidemment, comme ce qui a été dit, très peu de coureurs ont eu la chance de courir une course de pavé sous la pluie, donc forcément, voilà, ça rabat un peu les cartes. La stat comme ça est impressionnante si on se dit 3 néophytes sur le podium, mais il faut prendre en compte qu'il n'y a pas eu de Paris-Roubaix pendant un moment, que des sous la pluie, il n'y en a jamais eu. Et au final, si on regarde les 3, Colbrelli sous la pluie, c'est aussi une énorme étape de montagne sur le Tour de France. Donc les conditions météo dégueulasses, ça lui réussit bien. Un Mathieu Van Der Poel qui a son premier Paris-Roubaix, la stat en elle-même, il faut prendre 2 secondes pour réfléchir et se rendre compte qu'on n'a pas d'une connerie tellement ça semble hallucinant qu'il n'ait jamais fait un Paris-Roubaix avant. Et derrière, on a un Florian Vermeersch qui est tout jeune et qui débarque, qui est quand même passé par pas mal de cyclocross avant. Et qui n'était pas professionnel en 2019 déjà. C'est ça. Et au final, un Florian Vermeersch qui est sur le podium à son Paris-Roubaix, je veux dire, un coureur belge de 22 ans qui fait 2e pour son premier Paris-Roubaix sous la pluie. Ça remonte à 2002. Le dernier à qui c'est arrivé, ça a bien continué quand même après. Donc. Et justement, pour Florian Vermeersch, on peut lui justement prédestiner un avenir à Tom Boden, qui était justement le dernier à finir aussi jeune sur un podium de Paris-Roubaix, en plus vieux. On peut lui souhaiter en tout cas. On verra ça, on suivra ça. En tout cas, il a dit qu'il visiblement il prendrait pas le chemin de Tige Benoît qui s'était révélé très jeune sur les pavés du Tour des Flandres. Puisqu'il a dit Florian Vermeersch qu'il était un peu trop lourd pour grimper. Ça se voit. Enfin, on n'est pas spécialement. Enfin, il est quand même massif. En plus, il est assez jeune, donc il a encore un peu des joues et tout ça. Enfin, avant qu'il se mette à grimper, je pense qu'il faudra attendre qu'il soit bien mûr et tout ça. Donc. Et en tout cas, ça fait un nom qu'on pourra suivre avec attention ces prochaines années sur les classiques flandriennes. On verra déjà sur le prochain Paris-Roubaix qui arrive d'ici quelques mois, moins d'1 an. C'est déjà la bonne nouvelle. On verra ce que Florian Vermeersch est en mesure de faire. Déjà, Paris-Tour, hein, la semaine prochaine, c'est typiquement le coureur désigné pour pouvoir faire un gros truc. Après avoir les jambes qui lui restent, mais... Ça pourrait tout à fait lui aller avec justement les chemins de vigne. On verra s'il fait tout aussi moche que sur Paris-Roubaix. Mais ça peut être un prétendant à la victoire, bien évidemment. On va continuer de parler des coureurs qui ont animé ce Paris-Roubaix. On a parlé des 3 premiers, des 4 premiers, même avec Gianni Moscon. Parlons de celui qui était un des grands favoris que beaucoup de monde attendait et qu'on attend sur quasiment toutes les courses auxquelles il participe. C'est-à-dire Wout van Aert. Oui, Sonny Colbrelli aussi, mais on en a déjà parlé. Alors je vais parler un peu de Wout van Aert. Wout van Aert qui fait
7e. Il a été entouré pendant un petit moment, mais finalement, il n'a pas été en mesure de suivre notamment les attaques de Mathieu Van Der Poel. L'attaque de Sonny Colbrelli notamment, non plus, il n'y a pas répondu. Qu'est-ce qu'il a manqué aux champions de Belgique concrètement? Les jambes, hein, force. c'est la même chose c'est la même chose qu'aux mondiaux. Hein. Là, c'est un peu plus évident, mais il n'y a pas de miracle si tu peux pas, si tout se passe pas bien et que t'as pas les jambes pour aller suivre les accélérations des autres. Donc, Il arrive un peu au bout de la saison qui a été très longue pour lui, c'est ça? bah, Ah, lui-même, ça il le dit dans les interviews c'est qu'il très est long. fatigué, qu'il va prendre une grosse pause avant d'aller au cyclocross et que, enfin, là, je pense que oui, il est un peu en bout de course. Parce que si on regarde sa saison, il fait une saison de cyclocross beaucoup plus dense que ce qu'il avait fait ces dernières années. Après, il attaque directement à Tirreno où il était en pleine forme, et puis la saison des classiques. Après, il coupe, mais avec une préparation sur le Tour où il se retrouve à faire le Tour de France qu'on lui a connu. Et puis après, il y a eu le Tour de Grande-Bretagne où il était encore en forme. J'ai oublié les JO entre les deux. C'est normal qu'au bout d'un moment, il n'ait plus l'énergie pour enchaîner les courses de 270 bornes. Ouais, c'est compliqué d'avoir un pic de forme de 12 mois, quoi. Ah bah tout le monde n'est pas Alejandro Valverde. Tout le monde n'est pas Colbrelli. Hein. Et encore, Valverde coupe l'hiver. Lui au moins. Louis, est-ce que tu rejoins Johan et Geoffrey sur le fait que Wout van Aert était trop fatigué, et un peu comme il le disait lui-même, que c'était pas possible de faire mieux? Ouais, c'est fort probable. De ce qu'on peut dire sur sa course, c'est qu'il l'a subi en finale. Enfin, dès que le Van Der Poel sortait les accélérations aussi supersoniques qu'il les réalise, Van Aert, il accusait un peu le coup et la dernière grosse de Van Der Poel dans le peloton a été fatale. En plus, il était mal placé au début du secteur et il n'a jamais pu revenir reprendre les roues. Donc forcément, il n'a jamais pu revenir sur le groupe Van Der Poel. Donc on a vite compris que quand même que Van Aert ne jouerait pas la victoire en finale. À l'entame des 70 derniers kilomètres, quoi. Geoffrey, il pouvait difficilement faire autre chose de mieux avec ce qu'il avait Bah, en magasin. Ça aurait pu être un petit chouïa mieux si on avait compris ce que la stratégie de Jumbo-Visma. Mais bon, ça c'est une grande histoire. Par exemple, C'est le charme du cyclisme, ça. Là. mais c'est dans la grande tradition des équipes néerlandaises, en même temps, d'avoir des stratégies avec un énorme flou artistique autour. Typiquement, un Timo Rosen, j'ai jamais compris ce qu'il faisait, comment il courait quand il était devant. Mais bon, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qui nous amuse comme ça. Alors, on va passer à... Juste un Oui. petit mot, Mathieu, Oui, Louis. si c'est possible. On parlait de se projeter sur l'année prochaine. En tout cas, moi, j'ai très très hâte de voir la collaboration avec Christophe Laporte. Qui, du coup, on en parlera, je pense, plus tard des Français, mais 6e, très belle course et ça laisse de très bons présages pour l'année prochaine, puisqu'il va rejoindre la formation de Jumbo-Visma. Mais justement, tiens, Christophe Laporte, 6e, c'est une vraie révélation pour toi de voir le Varois à ce niveau-là sur un Paris-Roubaix? Alors, révélation, je sais pas. On savait qu'il était quand même en forme et que ce style de course pouvait lui convenir. Mais en tout cas, je suis pas surpris, mais je suis heureux de le retrouver à ce niveau, même si voilà, il a connu des pépins mécaniques qui lui coûtent peut-être la place dans le groupe Colbrelli Van Der Poel. On peut rêver, je pense, mais Laporte était dans un très bon jour et ça fait vraiment plaisir de le voir se bagarrer comme ça pour de belles places sur un Paris-Roubaix. Johan, Christophe Laporte, est-ce qu'on pouvait l'attendre aussi fort? Parce que, comme l'a dit Johan, il a eu... comme l'a dit Louis, Christophe Laporte, il a eu des crevaisons, il a eu son problème de frein où on le voyait freiner avec le pied. Tu t'attendais à le voir dans cette forme-là? Bah, j'étais pas sûr de sa forme parce qu'au mondiaux, il avait été un peu en retrait, mais oui, enfin, moi, ça m'a étonné plus quand j'ai vu que le fait qu'aucun copie ait déjà fait top 6 et que Laporte avait jamais fait une aussi bonne place sur Roubaix, parce que moi, dans ma tête, enfin, il a déjà fait une place dans ce genre-là. Donc 6e, moi, ça m'étonne pas trop. J'étais surpris justement par sa forme, où quand même, ça peut laisser des regrets parce que vu les jambes qu'il avait, selon la configuration de course, c'est pas sûr qu'il aurait pu suivre Van Der Poel sur son accélération, mais clairement, il avait de quoi être encore plus devant et ouais, si tu peux te dire qu'il y avait quelque chose à faire, quoi. Geoffrey, est-ce que toi aussi tu as des regrets sur Christophe Laporte après tous les incidents qu'il a eu? On peut en avoir parce que je l'attendais plus à être dans le final quand on le voit à Kérénin, donc c'est quand même à 120 bornes de l'arrivée où il est en train de freiner avec ses chaussures. Si tu me dis à ce moment-là que ce mec-là va se retrouver
à jouer au sprint une place dans les 10 premiers, j'aurais pas cru. Alors que bon, dans l'absolu, on connaît un peu son pédigré. Il a fait des super classiques. Il est pas loin du top 10 sur le round. Il fait deuxième en réglant le sprint des favoris derrière Van Baarle, Otvarzer Vlaanderen. Il est quand même en bonne forme. Les mondiaux, effectivement, c'est pas celui qu'on a vu le plus, mais il a peut-être eu un travail de long. Mais quelques jours avant, il gagnait le Grand Prix de Wallonie de manière relativement impressionnante sur un terrain accidenté. À l'étape, au Tour de Benelux de Gramont, il était quand même parmi les tout meilleurs aussi. J'ai plus sa place exacte ce jour-là. 4e. Et devant, il y avait déjà Colbrelli. Donc, comme quoi. Est-ce qu'on peut dire pour Christophe Laporte que cette 6e place, c'est l'aboutissement d'une progression pas à pas pour le Varois? En tout cas, il passe plein de crans un petit peu dans tous les sens. On verra qu'est-ce que ça donnera chez Jumbo-Visma par la suite. Quelle liberté il aura pour courir, à quel point il sera contraint d'être à travailler pour certains leaders. Ça reste pour moi une inconnue. Je ne sais pas le degré de liberté qu'il aura dans les courses en général et dans celle-là en particulier. C'est vrai qu'autour de Wout van Aert, depuis que Wout van Aert est là, il n'y a pas vraiment d'autres coureurs qui étaient en mesure de jouer véritablement sa carte, à part peut-être Mike Tennyson un petit peu. Celui qu'on a le plus juste, c'était Van Hooydonk sur Ganvegem, mais sinon, c'est sûr que Van Aert, son équipe, pour l'instant, sur les pavés, c'est pas incroyable, quoi. A priori, Laporte vient quand même avec un statut de, pas forcément de leader face à Wout van Aert, mais coureur un petit peu privilégié quand même, un petit peu protégé. On a quand même de quoi avoir des espérances pour le français l'an prochain, qui pourrait justement profiter un peu d'une tactique d'équipe si elle est mise en place de la part de Jumbo-Visma. Déjà, il s'est mis bien avec c'est Wout van Aert, beaucoup parce que tu sens qu'à un moment, il aurait pu le lâcher, et puis qu'il a fait « Attends, je vais l'attendre, et puis on va les rouler ensemble, plutôt je vais pas partir tout seul. » Après, donc, Christophe Laporte, donc, très belle course, très beau Paris-Roubaix, même s'il y a petit regret avec tous ces incidents mécaniques. Est-ce qu'il y a d'autres performances françaises qui vous ont particulièrement marqué? On a notamment Anthony Turgis qui prend la 13e place, et qui est le deuxième français présent dans le top 30 sur Paris-Roubaix. Il y a quelques jeunes Français qui ont quand même fait une bonne impression. Voilà, Clément Davy, pour sa première participation, il termine que 35e. C'est sûr, ça paraît anecdotique, je pense, à la fin de sa carrière, mais voilà, le voir mener le groupe Van Der Poel à 80-70 km de l'arrivée, lui, ça lui a donné des ailes et il fait bonne impression et j'aurais hâte de le voir sur les prochaines années. Il y a eu les deux BNB. Bon, Cyril Lemoine est plus expérimenté, mais voilà, Jérémy Lecros, il n'a pas eu de chance. Il me semble qu'il tombe à un moment et qu'il perd la course, mais même il avait suivi le coup de Colbrelli, voilà, et il fait une bonne course également. Alors après, c'est sûr, il n'y a pas la place, une belle place au bout, mais voilà, il y a de bons présages pour l'avenir. Ouais, les BNB, il n'y a pas le résultat au bout, mais c'est clair que quand tout à coup tu vois deux BNB dans le groupe des 10 en plein milieu de la Tour et d'Arenberg, tu dis waouh, c'est quand même chouette, quoi. Je pense que Pinot, il a quand même pu avoir un bon petit moment de frisson. Après, il leur manque un petit peu le fond pour aller jouer vraiment les premiers rounds, mais c'était quand même vraiment chouette de les voir actifs comme ça et puis d'avoir 3 coureurs à un moment dans le peloton, quoi. C'est dommage pour eux qu'ils aient pas pris l'échappée, mais c'était quand même chouette de les voir comme ça. C'était une surprise un peu de les voir autant présents et de voir que c'était les coureurs d'une équipe française qui étaient les mieux représentés. Bah, c'était marrant, mais ils avaient déjà fait le coup à Afghan-Weigem. Je crois qu'ils en mettent 3 dans le premier peloton ou quelque chose comme ça, et puis il y a Jérémy Lecros qui fait 11e ou quelque chose dans le genre. Donc c'est juste qu'ils ont finalement une bonne équipe. Et si, ils avaient Mozzato dans l'échappée, c'est vrai. Mais ouais, ils avaient une bonne équipe du coup sur les courses flandriennes pas trop accidentées, et puis c'est assez chouette, quoi. Geoffrey, une autre performance française qui t'aurait marqué aussi? Il y en a une autre, mais c'est d'abord celle de Clément Davy, effectivement, qui a manqué de fond, clairement, mais il est encore jeune. Je ne sais pas s'il avait déjà participé à un monument auparavant, mais... Il avait fait Milan-San Remo cette année, Ouais. mais il avait fini très loin. Il n'avait pas pesé dans le final de la course, il a jamais eu de rôle d'importance sur quelque chose d'aussi difficile que ça, et là, c'est de bon augure pour la suite. Il faudra espérer qu'il confirme. Et sinon, c'est celle de Florian Sénéchal, qui malheureusement me déçoit, mais là, qui a eu une poisse énorme. Mais tous les deux Koenig, en fait, ont eu de la poisse, parce qu'à plusieurs moments, on en sent costaud, et au final,
Ils sautent presque tous les uns après les autres. Yves Lampard qui va encore régler le sprint pour la 5e place, mais je sais pas ce qu'ils ont cafouillé au niveau de leur matériel, parce que clairement il y a soit une erreur de stratégie dans la manière dont ça a été prévu, soit dans la manière dont ça a été monté, mais il y a quelque chose qui n'a pas été. Parce qu'on a vu Stybar très fort, on a présumé Sénéchal costaud, on a vu Yves Lampard avec un niveau énorme, et à aucun moment on a senti qu'un De Koning pouvait peser dans la course pour la victoire. Et justement, avec tous les incidents mécaniques qu'ils ont eu, parce qu'ils ont dû probablement, je crois, ils ont tous crevé à un moment ou à un autre. Sénéchal qui a connu je sais pas combien de problèmes mécaniques, Yves Lampard qui a dû connaître 3 crevaisons à un moment et son derrière était cassé. Est-ce qu'on peut parler vraiment de malchance pour eux, à force, avec toute cette accumulation de problèmes? Bah, c'est ce que je me demande. Je dis, à partir du moment où il y en a autant, là, c'est plus de la malchance, quoi. Il y a un couac quelque part derrière, et il faudra qu'ils en tirent les enseignements. C'est ça de se nommer Paris Tour pendant des années. Au moins là, ils auraient une vraie répétition pour gérer les crevaisons, tout ça. Mais là, du coup, comme ça fait 3 ans que Roubaix ça n'a pas eu lieu, ils ne savent plus comment faire. Comment est-ce que tu pourrais expliquer, toi, ça, Johan? Il n'y a pas d'explication vue de l'extérieur, ou il y en aurait une? Bah, c'est toujours compliqué parce qu'on n'a pas les coulisses de est-ce qu'ils ont le matériel de d'habitude, est-ce que comme ça pleuvait, que c'était pas les mêmes conditions, ils n'ont pas pris le bon matos, enfin, tu sais, une erreur de choix de matériel, après ça arrive, ça. C'est toujours dur de l'extérieur de dire, est-ce que c'est possible parce que leur coureur était peut-être un peu dans le dur et que du coup ils roulaient au mauvais endroit et que du coup ils allaient se faire des crevaisons parce qu'ils roulaient dans un trou ou dans une ornière. Il y a Yves Lampard clairement qui était très 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 fort. Les autres, même on n'a pas pu voir Sénéchal, mais les autres ont quand même subi un petit peu quand même, donc c'est peut-être pas que la faute du matériel non plus. Louis, au final, est-ce qu'on peut parler vraiment est-ce qu'on peut dire, au final, que ce qui s'est passé pour De Koning Quick-Step, c'est le plus gros échec de ce Paris-Roubaix? Bah, au final, oui, parce que quand on connaît la qualité des coureurs de Koenig, Yves Lampard fait 5e, mais derrière, c'est le vide absolu. Hein. On retrouve Stybar 26e. Et derrière, voilà, tous les autres n'ont pas pu être là dans le final. Gros regret pour Sénéchal, on le sentait bien dans la course. Il était présent et d'un coup, il a disparu. Et gros regret de ne pas savoir ce qu'il aurait pu faire dans le final et vraiment de voir toute la valeur qu'il aurait pu nous montrer sur Paris-Roubaix, qui est la course de ses rêves. Après, en termes d'échecs, on va sortir peut-être un petit peu du cadre de Koenig, mais AG2R Citroën, c'est un beau fiasco aussi quand on connaît la qualité des coureurs et au final, qu'aucun n'ait su peser sur la course, à part Van Avermaet qui avait pris le bon coup. C'est quand même une énorme déception, je pense, pour l'équipe de Vincent Lavenu, même si on sait que la scène n'était pas en grande forme. Van Avermaet ne fait pas une saison flamboyante non plus. Non, c'est quand même une déception pour ma part du côté de la AG2R Citroën. Johan, je te vois pas vraiment d'accord sur le plus gros échec de ce Paris-Roubaix. Bah, G2R, de toute façon, on savait qu'ils allaient être à la rue et qu'ils allaient pas peser, donc c'est pas tellement surprenant. Après, moi, je pense à la Bora en termes d'échec, avec Sagan qui se casse la gueule tout seul, et puis tout est Nispoli complètement à la rue, et aucun coureur qui pèse à aucun moment sur la course. Je sais même pas combien finit le premier Bora, quoi. Mais... C'est Peter Sagan, 57e. C'est quand même extrêmement Oui, voilà. loin. Ouais. Non, bien vu. Parce qu'il y avait Danielos qui était aussi parti dans l'échappée et qui aurait pu faire une bonne course, mais même lui n'a pas, je crois, a connu quelques soucis mécaniques et n'a pas pu peser sur la course derrière. Ouais, c'est triste pour eux. Après, par contre, à l'inverse, une équipe qui a fait une très belle course et on ne s'attendait pas forcément, c'est Israël, Startup Nation, avec un Boivin mais incroyable et que franchement on peut vraiment avoir des regrets sur sa chute. Parce qu'il pouvait jouer la gagne clairement, et puis même Van Asbroek dans l'échappée qui était super bien, même un Seb Van Mark qui était très très fort vu toutes les 50 crevaisons qu'il a eu, quoi. Mais... Oui, Seb Van Mark, ça va être un petit peu la même question que pour De Koning. À force, est-ce qu'on peut vraiment parler de malchance pour Seb Van Mark? Il y a quelqu'un qui a fait la blague, dès qu'il y a la caméra sur lui, il a une crevaison, quoi. Après, le bon point, c'est qu'il va jamais s'énerver, il va jamais stresser ou paniquer après une chute ou une crevaison, tellement il est habitué. Oui, ça au moins c'est sûr que c'est l'avantage. On va dire qu'il connaît un peu la chanson, et on verra si au prochain Paris-Roubaix, il arrive à ne pas avoir d'incident mécanique. Sinon, par rapport aux échecs de Koenig, où ils font 5e, et je suis retourné vérifier dans les stats que j'avais mis dans la présentation de la course sur le forum. Déjà, depuis 1995, les équipes de Patrick Lefebvre, ils retombent à seulement 50% de victoire. C'est pas terrible, dis donc. C'est
c'est seulement la 6e fois qu'ils n'ont aucun coureur sur le podium depuis un quart de siècle. Et c'est la première fois depuis 2011 qu'ils n'ont aucun coureur sur le podium. Donc, quand c'est la première fois en 10 ans, même s'ils ont un coureur qui finit 5e, je pense on peut quand même parler d'échec pour cette équipe-là. Ça permet de mettre en perspective, en effet. Merci de ces petits chiffres, Geoffrey. Après la course homme, on va parler un petit peu de la course dame. Le premier Paris-Roubaix féminin qu'on a eu samedi avec une démonstration d'Elisabeth Degnen. Lizzie Degnen qui a fait quasiment tous les secteurs pavés en tête. Je crois qu'elle a attaqué même avant le premier secteur pavé qui était au programme de la course. Sur le premier, si je dis pas de bêtises. Sur le premier, bon, comme on n'avait pas d'image, c'est un petit peu compliqué de savoir précisément, mais bon, on va dire que si elle est partie sur le premier, elle est sortie de tous les secteurs pavés en tête, seule, en tout cas. Déjà, avant de parler de concrètement ce qui s'est passé sur Elisabeth Degnen, est-ce que c'était une réussite pour vous, vraiment, ce Paris-Roubaix féminin, cette première édition de Paris-Roubaix femmes? Bah oui, on voit le plateau, on voit les coureuses qu'il y a eu devant, celles qui se jouaient la gagne. Ça a été une belle course, même s'il y avait Degnan devant, mais pendant toute la journée, on se disait, mais est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va tenir, quoi? Et quand Marianne Vos se met à embrayer et qu'on voit l'écart qui chute d'un seul coup de 2 minutes 30, 2 minutes 40 à 1 minute 30, je veux dire, il y a quand même eu un aspect suspense, même s'il y a eu une échappée solitaire dantesque. Maintenant, voilà, cette échappée solitaire dantesque, côté masculin, alors j'ai pas été vérifier toutes les éditions une par une, mais un numéro solitaire épique comme ça, en mémoire, j'ai Fausto Coppi, mais d'autres aussi loin de l'arrivée, Après, j'en ai pas. Après, c'est vachement biaisé par la distance de la course sur la course dame. En plus, elle part dès le départ presque, mais il y avait très peu de kilomètres avant les pavés. Il n'y a pas de fatigue avant les pavés, quoi. C'est presque un contre-la-montre. Et un autre point pour moi qui montre la réussite, c'est quand on regarde l'effort qu'ont fait les coureuses pour finir et à quel point tout le peloton voulait terminer ce premier Paris-Roubaix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de classés avec les délais, mais je veux dire, si on passe au-delà des délais, il y a plus d'une quarantaine de coureuses qui ont quand même terminé la course hors délai pour aller chercher le Vélodrome. Donc ce mythe qui est Paris-Roubaix, qui est une course hors du commun, je veux dire, il n'y a aucune course qui peut être comparée à Paris-Roubaix. Il n'y en a aucune qui passe sur des pavés tels, il n'y en a plus aucune qui se termine sur un vélodrome aussi vieux, même sur un vélodrome tout court d'ailleurs. Mais voilà, quoi, je veux dire, tout le peloton, et j'étais sur le pavé à Templeuve et c'était pas un des plus loin, et on voyait mais des dizaines de minutes après que les premières soient passées, déjà il y avait des coureuses, mais toutes qui passaient une par une, qui avançaient plus, qui tenaient plus sur le vélo, mais qui sont arrachées pour aller terminer cette course. On parlait de Siskevicius il y a quelques années, où avec la caméra autour de lui, le fait qu'il crève avec sa voiture qui est sur la dépanneuse derrière, ça rajoute un petit côté culte. Mais là, je veux dire, j'ai vu des dizaines de coureuses qui étaient dans cet état-là, qui tenaient à peine sur le vélo, qui avaient le visage frigorifié avec la boue, mais qui voulaient se battre pour aller continuer, pour aller encore avaler une trentaine de kilomètres sur la course, dont une bonne quinzaine en pavé. Et rien que pour ça, pour moi, c'est une réussite. C'est ça qui est beau aussi et qu'on a bien retrouvé, en effet. Johan? Il y a des interviews sur le Vélodrome à fin de course qui étaient très, très touchantes, très chouettes, avec vraiment une grosse émotion qu'elles ont pu ressentir et de l'importance que ça avait, quoi. C'était vraiment assez sympa à voir. Et justement, donc, Geoffrey, tu l'as dit un petit peu, hein, il y a très peu de courses chez les femmes, pour pas dire aucune, qui utilisent des secteurs de ce genre, des secteurs tout plats mais bien défoncés comme il faut. Ça a joué... Même chez les hommes. Même chez les hommes aussi, c'est vrai, mais chez les hommes, il y a eu des Paris-Roubaix précédemment, même si ça fait 2 ans et demi qu'on n'en avait pas eu, il y a un peu plus de références. Chez les femmes, le fait que ça soit une découverte, d'avoir ces pavés-là pour tout le monde, absolument tout le monde, ça a joué, ça a aidé aussi peut-être Elisabeth Degnen à faire son échappée solitaire. Je sais pas si ça a aidé, mais côté masculin comme côté féminin, ça met les grands coureurs nécessairement à l'avant, ou des jeunes qu'on retrouve par la suite. Et là, on regarde le classement. Oui, Degnan devant, qui est une des meilleures coureuses des 10 dernières années. Dans la foulée, mais derrière, je veux dire, on n'a que les meilleurs qui sont retrouvés à être là. Pas toutes les meilleures, mais toutes celles qui se retrouvent à être devant sont parmi les meilleures.
Voilà quoi, Degnan, Voss, Longo Borghini, même derrière Brennauer, Bastianelli. Et on a justement aussi un peu cette génération de coureuses qui vont maintenant pouvoir grandir et passer toute leur carrière à courir des Paris-Roubaix. On a notamment Emma Norsgaard et Franziska Akor et Marta Cavalli, pour citer les trois qui ont moins de 30 ans dans le top 10. C'est une expérience et l'an prochain, elles auront certes 10 ans de moins que les autres, mais elles auront la même expérience sur Paris-Roubaix. Donc, Alors, pour te titiller un tout petit peu, Elisa Longo Borghini aura 30 ans au mois de décembre, donc elle n'a pas encore 30 ans. Excuse-moi, bon, j'ai cité celle qui avait moins de 25 ans. Voilà, tout à fait. Johan, comment est-ce qu'on pourrait décrypter ce qui s'est passé, la course de Lizzie Deignan? Comment est-ce que tu expliques justement le fait que Lizzie Deignan allait gagner en partant d'aussi loin? Bah déjà, l'équipe Trek était très très forte, donc elle, partir d'aussi loin, c'est pas forcément un problème, puisque derrière, elle savait qu'elle avait Longo Borghini, Ellen Van Dijk, et que potentiellement, il y a quelqu'un pour assurer le boulot derrière et compléter si jamais elle avait un problème ou elle se faisait rattraper ou quoi que ce soit. Donc, je pense qu'aussi que la distance, ça fait que ça l'a pas effrayée de partir d'aussi loin. Donc, elle se sentait bien. C'est dit, je vais partir dans le secteur, je vais être tout seul devant, je vais gérer ma course, les trajectoires, tout ça. Le cyclisme féminin, c'est quand même on a quand même encore souvent des numéros solitaires, donc c'est pas quelque chose qui se fait, quoi. Donc je pense qu'elle se sentait en confiance. Après, je sais pas si c'était complètement prémédité ou pas, mais on avait vu les Deignan très très impliqués dans les reportages d'avant-course sur les reconnaissances, tout ça. Donc je pense qu'elle a vraiment bien préparé son truc, qu'elle savait ce qu'elle allait faire. Louis, pour finir, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier Paris-Roubaix féminin? Bah, très très satisfait. On a quand même une belle course, même si les positions sont restées figées du début à la fin de la course au niveau de la retransmission. Bah, le scénario n'a pas bougé. Degnan est resté en tête jusqu'au bout. Mais on a quand même une belle course avec des chutes dues notamment aux conditions climatiques qui étaient difficiles. Le move magnifique de Lotte Kopecky qui coupe la route et qui vient percuter la coureuse de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. C'est des choses, je pense pas qu'on aurait vu ce genre d'image sur la course masculine. Et c'est là qu'on voit peut-être le manque d'expérience. Kiatowski. Oui, Lucro. Lucro, oui, dans la trouée d'Arambert, c'était pas mal aussi. Ouais, c'était pas mal mais aussi. à partir du moment où on maîtrise plus le vélo, on est sur un pavé qui glisse, et c'est arrivé sur le pavé du Nouveau Monde, si je dis pas de bêtises, et c'est un de ceux qui glisse le plus, si c'est bien sur celui-là. Non, puis il y a la caméra aussi qui est pile de derrière, donc ça joue aussi sur l'impression où on perçoit moins la vitesse longitudinale par rapport à la caméra et plus la vitesse radiale, donc on a l'impression qu'elle accélère d'un seul coup pour aller taper de l'autre côté, et ça fait une image très bizarre, mais faut aussi dire qu'elle n'était pas sur son vélo à elle. Oui, c'est vrai mais aussi. pour reprendre, c'est pas le même gabarit non plus. Pour reprendre du coup, non, c'est très très bien pour le développement du cyclisme féminin qui a eu le premier Paris-Roubaix. Voilà, il y a eu d'autres courses qui vont apparaître l'année prochaine. Voilà, j'ai entendu l'information qu'il y avait le Tour de Romandie féminin qui allait apparaître. C'est bien parce que le calendrier s'étoffe petit à petit. Les équipes vont s'étoffer également et ça va créer de l'emploi dans le cyclisme féminin qui va continuer de se développer. Donc c'est une très bonne nouvelle pour l'avenir. Et on signalera aussi au rang des bonnes nouvelles, des beaux gestes, le fait que l'équipe Trek Segafredo compense l'écart de primes entre les hommes et les femmes, ce qui fait que Lizzie Deignan touche au final le même montant de primes que si elle avait gagné la course homme. Oui, parce que les primes femmes sont vraiment très 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 basses quand même. Voilà, ça passe de 30 000 euros à 1 500 pour le. Oui, 1500, pour le quelque chose premier. comme ça. Enfin, c'est 20 fois moins. Voilà, c'est pour parler aussi du positif et que voilà, de toutes ces belles avancées qu'il y a pour le cyclisme féminin. J'ai juste un petit dernier mot pour saluer quand même la bonne performance d'Audrey Cordon-Rago. Voilà, 8e, cette première édition, c'est satisfaisant. Il y avait Aude Bianic également qui réalisait une super course avant sa chute, donc elle termine 21e derrière Lucie Jounier d'Arkea. Donc voilà, les Françaises ont quand même été actrices de la course et ça fait plaisir. Mais oui, justement, enfin, on se demandait, on savait que Cordon et Bianic avaient un profil qui était très adapté à Paris-Roubaix, et ça fait quand même plaisir de voir, constater que ouais, c'était fait pour cette course et que c'est dommage qu'on l'ait pas eu ces dernières années, quoi. Et que là, ça va être sympa dans les prochaines années à suivre. Lucie Journier, 20e, clairement, ça va être un des 4 d'Arkea l'année prochaine. Elle fait de très bonnes courses depuis quelques semaines, donc c'est vraiment chouette de la faire top 20. Et puis, moi, j'ai quand même le regret de Mel Grosstedt qui a chuté assez tôt, qui s'est vite fait prendre les chutes, mais qui, pour moi, à mon avis, avait aussi le moyen d'être au niveau de Cordon et Bianic et de faire une très très belle course, quoi. Donc, au moins, c'est une course sur laquelle on sait que les Françaises vont exister dans les prochaines années et c'est quand même chouette, quoi. Eh bien, on verra ça, on suivra ça, et en tout cas, déjà, l'avantage, c'est qu'on verra ça dans 6 mois seulement, puisque Paris-Roubaix revient en avril, dans 6 mois
6 mois Sur et le demi. sec. On verra, mais déjà, si on a déjà Paris-Roubaix, c'est quoi qu'il arrive, toujours assez magnifique à suivre. J'ai juste un dernier point sur la course féminine, et qui est quelque chose que je trouve assez dommageable, c'est la distance qui était courte. Les autres grandes classiques du calendrier, c'est 140, 150 km, parfois même un petit peu plus. Là, je veux dire, même le Grand Prix de féminin faisait 10 bornes de plus. Le Grand Prix de Fourmi fait plus que Paris-Roubaix, ce qui est bien pour Fourmi, mais On sait à quel point tu es attaché pour... à Fourmi. Bah, je suis quand même plus attaché à Paris-Roubaix qu'au Grand Prix de Fourmi. mais, mais voilà, quoi. Là, il y avait le départ qui était à Denain et ça forçait juste à tournicoter encore pendant un petit moment. À voir dans quelle manière ça peut s'organiser, mais s'il pouvait y avoir, si ça redémarre encore de Denain l'année prochaine, une boucle un peu plus longue pour ajouter un petit peu d'asphalte et une course qui se lance plus que par 3 petits tours en ville. Surtout Pour que les que boucles la à Denain, distance passe à 140. Surtout que les boucles à Denain, ils savent faire. Hein, donc, Je veux dire, ou même s'inspirer de ce qui se fait dans la course junior, qui démarre autour de Saint-Amand-les-Eaux. Quoique cette année, c'était pas à Saint-Amand-les-Eaux, c'était à Le Sel, c'est un village qui est à côté, où ça fait une boucle en général un petit peu plus grande avant de descendre pour raccrocher la course un petit peu avant. Et... Bon, commencer par Avelui et enchaîner avec la Trouée d'Ambert, là par contre, ça peut être compliqué, surtout de passer 5 fois d'affilée une ligne de chemin de fer un samedi, ça va être plus compliqué qu'un dimanche. Et quitte à commencer par le pavé entre Ornain et Wandignies-Amage, si ça pouvait au moins faire 140 à 150 bornes et qu'il y ait une vraie portion asphaltée avant pour se lancer. Parce que de fait, ça a aussi joué sur la possibilité pour Degnan d'attaquer, parce qu'il n'y avait pas eu le temps pour une échappée matinale de se créer avant. Tout à fait bien, on verra ça à l'avenir. Alors peut-être pas pour le prochain Paris-Roubaix qui arrive d'ici 6 mois et demi, mais on verra, pourquoi pas pour les prochaines éditions, d'avoir de rallonger ce parcours qui faisait seulement 117 km cette année pour la première édition. Avant de finir, on va faire un petit pronostic, messieurs, sur le dernier monument de la saison. Celui-là, il reste bien en fin de saison, il n'y a pas de souci. C'est ce samedi, le Tour de Lombardie, qui C'était en août change... l'année dernière, quand même. Oui, comme quoi... Tout arrive, 2020 c'était une année assez particulière, mais cette année ça revient en octobre, dernier monument de la saison, donc le Tour de Lombardie, qui repasse à un parcours entre Côme et Bergame. Ces dernières années c'était Bergame à Côme, donc on n'aura pas notamment le mur de Sormano. Donc messieurs, un petit pronostic sur ce Tour de Lombardie qui sera le sujet de notre prochain podcast la semaine prochaine. Johan, qui est ton favori pour le Lombardie samedi? oui, alors c'est bien gentil les courses avec les néophytes qui gagnent, tout ça, c'est sympa, mais place aux vieux. Vincenzo Nibali, qui va faire son 3e Tour de Lombardie, rejoindre la légende Damiano Cunego. Vincenzo Nibali qui a justement gagné chez lui pour la première fois, je crois, de sa carrière en Sicile le week-end dernier. Oui, voilà, qui est très en forme, qui connaît le Tour de Lombardie, qui sait gérer. Geoffrey, qui est ton favori pour le Tour de Lombardie de ton côté? Ah bah, comme Johan, je vais partir sur un habitué, quelqu'un qui l'a déjà gagné, et je vais dire Bauke Mollema. Donc on a 2 coureurs de l'équipe Trek, 2 coureurs trentenaires. Louis, est-ce que tu veux nous apporter un peu de changement? Pour moi, ça sera Adam Yates, qui est en forme. On a vu sur le Tour d'Émilie 4e. 4e de la dernière Vuelta également. C'est l'heure de conclure pour Adam. Donc pas de Français, pas de Pinot, Gaudu ou autre, hein. Pour Pinot, je pense il manque encore un petit peu de foncier pour vraiment jouer la gagne sur le monument. Aujourd'hui, il a pris l'échappée sur la Coppa Bernocchi, il termine 5e, c'est une bonne performance, ça fait plaisir. Mais je pense qu'il lui manquera un petit peu pour être devant. Concernant David Gaudu, lui, pourquoi pas. On a vu sur le Tour d'Émilie qu'il était en forme, que sans sa crevaison, il aurait pu bien jouer dans le final. Alors pourquoi pas. Alors après, il y a les autres cartes de la G2E, on a vu ça également brillant sur le Tour d'Émilie, mais après voilà, ça risque d'être un peu plus compliqué que sur l'édition remportée par Pinot, ou même celle d'avant où Alaphilippe fait 2e, il me semble, 3e peut-être, je me trompe, où on avait vu des Français briller, mais pour cette année, j'y crois un petit peu moins. Il y a Alaphilippe quand même qui est... Oui, mais il y a Alaphilippe, qui- c'est vrai. Il y a quand même le champion du monde, on va pas l'oublier non plus, qui sera bien sûr à suivre. que s'il a ses jambes du championnat du monde, courage aux adversaires, quoi.
dans l'absolu, s'il a la forme des championnats du monde, tant de la course que de la célébration après, Benoît Cosnefroy peut Ah, mais il y a trop de peut-être cols. faire quelque chose. Oui, après, faut voir s'il a pas laissé trop de jus dans le champagne. Et bien voilà, avec tout ça, on arrive tranquillement, mais sûrement à la fin de ce podcast. On a pu bien évoquer ces éditions de Paris-Roubaix, masculines et féminines. Alors bien sûr, on n'a pas pu tout traiter, parce que pour ça, il aurait fallu encore en parler pendant 3 jours. Mais si vous voulez continuer à échanger encore sur l'Enfer du Nord, vous pouvez, que ce soit dans les commentaires sur la vidéo YouTube, ou également venir sur le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr. Pour le prochain épisode de Chasse Patate, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un débrief des dernières grandes courses de la saison. On a le Tour de Lombardie samedi, on a Paris-Tour dimanche, avec une start list certes un petit peu moins impressionnante, puisque ce n'est pas du World Tour, mais ça sera à suivre quand même une assez belle course de fin de saison. Johan, Geoffrey et Louis, merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast débrief de Paris-Roubaix. Et donc en attendant le prochain podcast, la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.